Le temps d'une liberté. On discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes. Bonsoir à tous. Bonjour Marie. Bonsoir Mathieu. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on va aborder la complexe question de la construction de l'identité sexuée. Et pour nous accompagner dans nos réflexions sur ce sujet, nous recevons Pierre, docteur en psychologie et psychothérapeute, également le créateur de la chaîne YouTube PsychoQuack. Pierre, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail ? Oui, ça va être difficile parce que tout a été dit. Donc, c'est juste pour dire que oui, moi, à la base, effectivement, j'ai un cabinet en libéral où je reçois des patients pour les aider et les soigner. J'ai fait un doctorat à la base en psychologie qui m'a permis de comprendre à peu près comment on lit des études et être un peu à la page niveau connaissances scientifiques. Et à côté, justement, j'ai une chaîne où je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on vulgarise tout ça. Donc, j'ai fait une chaîne sur YouTube, PsychoQuack, pour vulgariser les connaissances en psychologie et en psychopathologie de manière générale. Et comment, du coup, on passe d'un doctorat en psychologie à des bonhommes bâtons ? Alors, pour faire simple, en gros, avant, je voulais faire de la recherche, puis ça a été finalement un milieu de merde, donc je me suis barré. Et du coup, je suis reparti dans le côté professionnel et en faisant ma formation de psychothérapeute pour arriver à soigner des gens, j'ai remarqué que en fait, il y avait plein de choses que les gens savaient pas, qui étaient pas vulgarisées. Donc, je me suis dit que j'allais faire des vidéos, sauf qu'il fallait les illustrer avec des dessins. Et comme je dessine très bien, j'ai décidé de faire des dessins. Voilà. Avec des très belles illustrations, je vous les conseille. Oui, de haut niveau. Niveau CP à peu près. Ah non, mais moi, ça me rassure d'avoir... Ouais, je pense que j'ai à peu près le même niveau. Du coup, je me sens moins seule. Donc, merci Pierre de dessiner de ce niveau-là pour les gens comme moi. On vous conseille très fortement d'aller voir du coup la chaîne YouTube PsychoQuack parce qu'il y a énormément du coup de thématiques, de sujets abordés, pas simples, mais du coup vachement vulgarisés. Et voilà, vous avez une question, vous allez voir. En général, on trouve la réponse assez facilement du coup dans toutes les vidéos proposées. Tu t'es rendu à combien de vidéos à peu près, Pierre là 50 à peu près, je pense. Je pense que ça doit être ça. Bon, les sujets sont très variés, hein. Ça peut partir de trucs dont on va parler comme l'identité, comme des pathologies, quelles que soient bipolaires ou pas, ou des processus de base comme la gestion des émotions. Donc, c'est assez large les sujets. En passant par la zoophilie de temps en temps, donc ça brasse large. Forcément, ok. Ouais. Et merci Pierre encore d'être là. Et puis on va attaquer par l'habituelle partie théorique, avec plein de recherches encore. Du coup, Marie, est-ce que tu peux définir rapidement ce qu'est l'identité ? Oui, alors, juste pour l'ensemble de mes recherches, je me suis basée sur différents articles universitaires que j'ai été piocher principalement sur Kern et sur un livre que je citerai en reco. Là, ça sera un peu trop long de citer tous les articles, donc j'essaierai de vous mettre les liens des sources dans la description du podcast. Donc, pour en revenir à la question de l'identité, parce que c'est quand même une question centrale avant de décliner les différentes thématiques qui sont liées à ça aujourd'hui, j'ai été chercher sur mon site habituel favori, le CNRTL, ce qu'était l'identité. Et donc, ça dit que c'est le caractère de ce qui demeure identique ou égal à soi-même dans le temps. Et donc là, on parle de l'identité personnelle. En gros, on est sur une représentation subjective de soi et de son image qui est corrélée à une représentation sociale en lien avec nos groupes d'appartenance et puis aussi au rôle donné de manière plus ou moins implicite avec ces groupes auxquels on appartient. L'identité, ça pose la question de la permanence, ce qui est et ne change pas par rapport à ce qui se construit et qui est en constante mouvance. Là, on a une articulation entre ce qui se raconte dans cette articulation entre la permanence et le mouvement de notre identité. À la fois, il y a des choses qui ne changent pas tout au long de notre vie et des choses qui se construisent et qui évoluent et qui changent, tout au long de la construction de notre histoire. Il y a Paul Ricoeur, je trouve, qui reprend bien cette idée-là, qui dit que le jeu, ça se situe entre l'identité idem, où là on s'identifie par la ressemblance, et l'identité ipsé, où là on s'identifie par la différenciation par rapport aux autres. Et donc là, on a une identité narrative où le sujet va se construire à la fois par un récit, à la fois entre une histoire vécue et une fiction racontée, projetée. J'ai discuté avec un sociologue super intéressant
qui s'appelle Olivier Bobineau. Et du coup, on a discuté de cette question identitaire et il m'a dit « Oh, mais il y a un mec qui s'appelle Manuel Castex, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le pouvoir de l'identité, il faut que tu le lises. » Et du coup, dedans, ce monsieur Castells, il dit que il appelle identité, je cite, le processus de construction de sens à partir d'un attribut culturel ou d'un ensemble cohérent d'attributs culturels qui reçoit priorité sur toutes les autres sources. Et il précise aussi que c'est important de dissocier l'identité du rôle, le rôle est du coup défini plutôt par les normes sociétales. Et donc, les identités vont organiser le sens et les rôles organisent, eux, les fonctions. Et du coup, la discussion avec Olivier Bobineau, derrière, lui, il a identifié que le sens avait 3 interprétations possibles. La direction, la signification, la direction vers où on va, la signification, qu'est-ce que le sens, qu'est-ce que ça signifie, et l'incarnation, les sens, les 5 sens, le corporel. Et donc, si on le relie à la définition Castel, ça veut dire que l'ensemble des attributs culturels se retrouvent dans ces 3 définitions de sens. Ce qu'on est, ce qu'on signifie, ce qu'on vit corporellement parlant à travers nos 5 sens, et ce vers quoi on tend à être, dans quelle direction on va, dans notre identité. Et du coup, je fais le parallèle et le lien avec aujourd'hui, je trouvais que l'interrogation du triptyque qui construit l'identité était intéressante pour retrouver, et qu'on retrouvait finalement ça dans à la fois la question d'identité sexuelle qu'on pourrait associer au sens incarnation, l'identité sexuée qu'on pourrait être sur la signification, et de genre vers la direction. Voilà, je sais pas s'il est parallèle, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de faire des liens avec ça. On sait que le sexe, c'est aussi le premier critère d'identification d'un individu avant même son âge, sa couleur de peau, son lieu d'habitation, etc., etc. Donc c'est quand même une question d'identité qui est importante. Et enfin, à travers toutes mes recherches, j'ai vu que ces 3 questionnements identitaires, ils étaient différents, mais en même temps, ils étaient reliés les uns aux autres dans un rapport d'intimité. Ils se questionnent et se répondent les uns aux autres, et du coup dans un dialogue permanent, et ce qui fait qu'il y a une co-construction de ces 3 questionnements identitaires. Voilà. Yes, c'est encore très, très riche. Toi, Pierre, est-ce que tu veux compléter, en fait, ou Je vais pas compléter, parce que déjà, il y a tellement de choses, et honnêtement, le sujet, c'est des livres entiers depuis 2000 ans, donc c'est un sacré bordel. Par contre, du coup, pour résumer, pour combien on enchaîne par la suite, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont importantes. La première, c'est que l'identité, ça dit quelque chose qui est stable dans le temps. Alors, stable, ça veut pas dire immuable. C'est-à-dire que comme on a le tempérament qui change, par exemple, on peut se décrire comme surexcité de 20 ans à 30 ans, et après dire qu'on est quelqu'un de plutôt calme à 50, 60 ans, parce que ça peut changer au fil du temps. Donc, l'identité, en fait, elle est souvent remise en question au fil des changements, et aussi de la culture qu'on a. Par exemple, c'est ce que disait Paul Ricoeur, je crois, c'est qu'on part de sensibilité personnelle, mais on va trouver dans la culture le cadre de pensée qui va nous décrire. Par exemple, quelqu'un il y a 30 ans se serait dit fainéant. Maintenant, on sait qu'il a peut-être les attributs de quelqu'un qui a un trouble de l'attention. Et donc, il va se définir plutôt comme quelqu'un avec trouble de l'attention, alors qu'il y a 30 ans, il aurait été fainéant. Voilà. Donc, il y a ce côté effectivement culturel. Et c'est pour ça que c'est important, parce que maintenant, on essaie plus de différencier le biologique, le psychologique, le social. C'est un mélange de tout, en fait. C'est nos sensibilités personnelles qui vont trouver un écho dans certains attributs culturels. Donc ça, c'est effectivement important, et la définition, je la trouve vraiment pas mal, celle de Ricoeur sur l'identité. Et après, pour finir sur la conclusion sur le genre et sur l'identité sexuelle, c'est vrai que, par exemple, notre sexe masculin ou féminin ou intersexe, ou alors notre orientation sexuelle a tendance à être très très stable au fil de notre vie. Donc du coup, c'est normal que ça fasse partie de ce qu'on appelle l'identité, puisque c'est des caractéristiques très stables en général. Même si, effectivement, il peut y avoir des changements d'orientation sexuelle au fil de la vie, par exemple. Et ça me permet, du coup, de rebondir sur le point d'après. Il me semble que tu as fait des recherches autour du côté historique, avec le distinguo entre genre et sexe. Oui, mais promis, ça va pas être trop long. Alors, jusqu'à à peu près la moitié du XXe siècle, les années 50-60, on différencie pas vraiment le genre du sexe, et on lit ça vraiment avec l'aspect anatomique fille ou garçon. Ceci dit, un petit peu en amont, en 1935, il y a Margaret Mead, qui est une anthropologue américaine, qui, en observant des sociétés tribales, va voir qu'il y a des comportements différenciés entre les hommes et les femmes, et du coup, elle est à l'origine de la création du concept de rôle sexué, qui donne l'idée qu'il y a une acquisition des comportements, et donc un comportement genré n'est pas inné, il s'acquiert par l'apprentissage.
Après, donc dans les années, en 1955, c'est ça. Il y a des études qui sont faites sur les personnes intersexuées, dites à l'époque hermaphrodites, donc en premier John Money, qui est un psychologue américain, et ces études elles précisent que il y a une différenciation sexe et genre, et ça questionne l'influence de l'assignation et la conformité sociale dans l'acquisition du genre masculin ou féminin. Je trouvais ça intéressant de se dire que, en fait, c'est parce que la société a défini que ça c'était masculin, ça c'était féminin, que du coup on dit fille, garçon, personne à vulve, fille, personne à pénis, garçon. Voilà, ça c'est des imprégnations sociétales. Au début, du coup, il y avait une prévalence de l'antériorité de bipartition sexuée sur le genre, et au final, pour beaucoup d'auteurs, c'est l'inverse maintenant, c'est le genre comme système social et hiérarchique qui a une prévalence sur le sexe de la personne. Donc on voit du coup que le côté sociétal prend plus de place par rapport au côté qu'on pourrait définir comme entre guillemets biologique, même si anatomique, si j'aime pas trop ce terme du coup. Et toi, Pierre, là-dessus, des petits éléments ou... Du coup, effectivement, les études vont plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que les différences, par exemple, entre les gens qu'on dit hommes ou femmes dans le genre. Bon, alors déjà, on va commencer par la définition. Le sexe, ça considère les attributs anatomiques, et le genre, c'est plutôt les constructions sociales autour de cette distinction. Qui effectivement, il y a quelques centaines d'années, on faisait pas cette distinction, mais dans les études, on a bien vu effectivement que ça arrivait. Par exemple, dire que quelqu'un avec un sexe masculin a une bite, c'est logique, c'est anatomique. Par contre, dire par exemple les hommes pleurent, les hommes ne pleurent pas, ça c'est plutôt du genre, puisqu'effectivement c'est une représentation sociale de ce qu'on appelle un stéréotype descriptif de ce que les hommes devraient faire. Donc déjà effectivement il y a une distinction entre l'anatomie et les constructions sociales autour. Et quand on fait les études pour essayer de voir des études multiculturelles ou interculturelles pour savoir par exemple est-ce qu'il y a des différences de personnalité entre les sexes féminins ou masculins ou des différences cognitives, en fait les méta-analyses montrent que les différences sont extrêmement faibles à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'au niveau anatomique, il y a beaucoup de différences, que ce soit la masse musculaire, la taille entre le sexe féminin et masculin, mais au niveau cognitif et de personnalité, les caractéristiques changent très très peu en fait. Et en plus, les gens sont tellement étalés sur le spectre que par exemple, imaginons que les hommes soient plus agressifs, au final, 49% des femmes sont plus agressives que n'importe quel homme parce qu'en fait, c'est très très variable en fait entre les individus. Donc en fait, attribuer des caractéristiques de personnalité à telle ou telle personne en fonction de son sexe, ça n'a pas vraiment de valeur. Et là où ça a beaucoup développé, c'est quand on a fait des études où on essayait de contrôler justement ces variables culturelles. Par exemple, on avait vu qu'à la base, on pense que les hommes sont plus agressifs, mais quand on éduque une fille en lui disant d'être agressive ou en lui disant qu'elle peut l'être ou en valorisant le fait qu'elle le soit, elles deviennent aussi agressives que les hommes. Et pareil, dans les contextes où on les rend plus dominantes, elles deviennent autant dominantes que les hommes, voire plus si elles sont en position de l'être. Donc en fait, c'est là où c'est difficile et là où ça part en vrille chez les gens, c'est qu'ils veulent tout isoler la biologie ou isoler la psychologie et la sociologie. Sauf qu'en fait, ça marche pas. Puisque par exemple, le gamin à 7 mois, il sait faire la différence anatomique entre, par exemple, un homme et une femme, un sexe masculin, sexe féminin. Donc à 7 mois, il est capable de voir que c'est bizarre de voir un visage d'homme, voilà, avec une voix très aiguë. Et en plus de prendre ces caractéristiques anatomiques en compte, ce qu'il va prendre en compte, c'est aussi les attributs culturels. Par exemple, il va voir que la voix aiguë va avec les cheveux longs. Donc plus tard, il va trouver bizarre dans sa construction de trouver quelqu'un qui a une voix aiguë et des cheveux courts, par exemple. Parce qu'il y aura des normes sociales qu'il va intégrer, en fait, dès qu'il est bébé. Et ce qu'on a vu, c'est justement ça, c'est que avant même que le bébé naisse, les parents organisent sa chambre en fonction du sexe qu'il aura. Et donc déjà, en fait, on attribue, avant même qu'il naisse, des attributs à cet enfant en fonction de son sexe, alors qu'en fait, dans la réalité, le potentiel de ce que peut être une personne est beaucoup plus grande que ce que la société a tendance à dire, en fait. Donc voilà, actuellement dans les études, ce qui joue plus sur un comportement sera plus la construction sociale que le sexe, en fait. Ça, c'est fou de se dire que dès 7 mois, en fait, même avant la naissance, le genre, du coup, impacte, le genre, du coup, les caractères sociétals, du coup,
impacte déjà l'enfant derrière. On le formalise en fait. Oui, on lui dit en fait, et le pire, ça existe et c'est obligé, c'est ces stéréotypes descriptifs, c'est-à-dire que on va déjà, après c'est pas que des stéréotypes, ça peut être des attentes des parents en fonction de ce qu'il va faire comme métier ou pas. Il y a déjà des attentes qui sont envoyées comme message par les parents dès que le bébé est né en fait. Par exemple, ça peut être plus de sourire si le bébé est agité ou pas, et c'est ce genre de choses qui vont diriger le bébé vers tel ou tel comportement et qui va construire en gros une partie de ce qu'il est. Voilà. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des gens qui effectivement aimeraient éviter qu'on fasse ça en essayant de dégenrer toute éducation, ce qui peut s'entendre puisqu'il y a une partie sociale. Mais l'enfant en 7 mois, vu qu'il voit qu'il y a quand même 2 sexes différents et qu'il voit les différences biologiques, lui, il a déjà commencé à catégoriser le monde, et ce qui fait que même si on essaie de beaucoup dégenrer les éducations, le gamin à 3 ans, il aura déjà intégré qu'il y a 2 sexes différents, et lui, il va déjà faire des interprétations de ce sexe, il se tient comme ça, ce sexe, il se tient comme ça, et même si on essaie de l'éduquer, il va quand même créer des catégories, lui, binaires. Ok. Bon, tu viens de casser tous les espoirs des parents qui voulaient, en tout cas, offrir une éducation non genrée, mais Ah non, je dis pas que c'est inutile. Je dis juste que il faut prendre en compte des variables de base chez l'être humain que l'être humain catégorise et fait des catégories très très rapidement. Hein. Quand on voit une personne, on la catégorise dans tel ou tel type de personne. Que les enfants le font et que la catégorie sexe masculin, sexe féminin, elle est prégnante dans l'humanité et donc les enfants vont la distinguer directement. En fait. Et que c'est pas parce qu'il y a une catégorisation binaire à l'âge de 3 ans qu'il n'est pas capable d'apprendre et d'évoluer et de développer ses possibilités de catégorisation au fur et à mesure de l'éducation qu'il va recevoir et des constructions sociétales qui sont autour de lui et de ce qu'il va avoir et apprendre. Oui, c'est ça. Et le parent n'est pas obligé de lui imposer certaines attentes et le parent peut être dans l'écoute de ses sensibilités personnelles et ne pas le bloquer, par exemple, si c'est un mec mais qu'il a envie d'avoir les cheveux longs. Ça sera une autre question, je pense, qu'on aura un peu plus dans un épisode suivant. On dérive. Non, mais c'est très intéressant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on abordera dans le prochain épisode avec Cédric de Papatriarcat. Et ben, on va enchaîner sur Marie, sur la définition d'identité sexuelle ou orientation sexuelle. Oui, alors ça va être assez rapide parce qu'au final c'était pas le plus compliqué à définir et puis ce qui nous intéresse surtout c'est ce qui arrive après. Donc là effectivement l'identité sexuelle c'est ce qu'on appelle aussi l'orientation sexuelle et donc c'est lié à un choix d'objet sexuel et donc on définit plusieurs types de sexualité. Alors il y en a plus mais j'ai pris les principaux. Il y a donc la sexualité qui correspond au fait de ne pas avoir de désir sexuel pour une autre personne. Je sais pas si pour soi-même c'est le cas. Bien, j'ai pas vérifié ça. L'hétérosexualité, c'est une attirance vers les personnes une attirance exclusive vers les personnes de genre opposé. L'homosexualité, c'est une attirance exclusive pour les personnes de même genre. La bisexualité, c'est du coup les deux genres homme-femme. Demisexuel, ça implique le lien, la présence d'un lien émotionnel fort pour pouvoir avoir du désir pour une autre personne. Et la pansexualité, où là, du coup, on est sur le désir pour l'autre être humain, peu importe son genre. Et du coup, c'est la personne qui prime avant. Avant le genre, je veux dire, pardon. Et du coup, je trouve que c'est intéressant cette question d'identité sexuelle, enfin d'orientation sexuelle, parce qu'au final, on voit que c'est intrinsèquement lié à la question d'identité de genre. Au final, l'orientation sexuelle, vu qu'on se construit par rapport au genre dans l'orientation qu'on vit. Je sais pas si on choisit, mais en tout cas qu'on vit. Pour la définition, choix d'objet, moi, ça me gêne un peu parce que les gens choisissent pas trop les choses sur lesquelles ils sont attirés en général. Voilà. Je pense que c'était une définition peut-être trouvée dans un livre ou peut-être quelque chose de psychanalytique où les gens ils choisissent mais ils savent pas qu'ils choisissent. Voilà. Oui, c'est ça, c'est sûr. Oui, c'était donc, sûr. c'est ça. Après, ce qui
c'est plus compliqué là que par exemple les histoires de genre, c'est qu'il y a un côté anatomique et biologique vachement plus important dans l'orientation sexuelle que ça peut être dans la construction sociale. Par exemple, si on essaie de voir pourquoi on est attiré par exemple pour les gens du même sexe, par exemple les personnes homosexuelles ou les lesbiennes, en fait quand on essaie de déterminer ce qu'ils cherchent, on tombe surtout sur des hypothèses hormonales qui sont les plus prégnantes actuellement, plus que dans des constructions qui fait qu'on fait devenir les gens homosexuels ou pas. Donc en fait, je dirais que dans les études sur l'orientation sexuelle, il y a une part biologique plus importante que dans la construction d'identité, où là c'est vraiment la culture qui va nous offrir les façons de nous penser nous. De ce que j'ai lu en tout cas. Après, s'il y a des choses qui disent le contraire, moi je prends les articles. Ça veut pas dire que tout n'est que biologie, ou anatomie, puisque je sais pas bien la différence personnellement. Mais par exemple, des hommes hétérosexuels peuvent avoir des comportements homosexuels en prison parce qu'ils sont enfermés en prison pendant longtemps, et les garder à la sortie de prison. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avoir une orientation sexuelle qui va changer par un environnement particulièrement faible en termes de femmes. Enfin, en termes de sexe féminin. Si on essaie vraiment de différencier sexe et genre, autant dire sexe féminin. Oui. Voilà. Donc, c'est là, de ce que j'ai lu, c'est beaucoup plus biologique. Donc, ça rentre un peu moins, pour moi, l'orientation sexuelle rentre un peu moins dans les questions d'identité. Bien qu'effectivement, se dire hétéro, homosexuel, lesbienne, il y a des représentations sociales qui vont servir pour se présenter, pour interagir avec les autres, pour envoyer des messages aux autres, qui permettront de se situer socialement. Donc, l'orientation sexuelle, vraiment, je ressens du désir pour cette personne. C'est plutôt une question anatomique pour l'instant. Même s'il y a, je pense qu'il y a des études qui montrent quelques influences de l'environnement. Par contre, la question de est-ce que je me décris comme hétérosexuel, homosexuel, là, par exemple, c'est vraiment une question sociétale et de comment on se positionne par rapport aux autres. Ouais, mais tu vois, du coup, pour la demisexualité, où on voit qu'il y a l'implication du lien émotionnel envers la personne, ou la pansexualité, où du coup, là, c'est la personne avant son anatomie, du coup, ou son aspect biologique. Du coup, il y a plus que justement cet aspect biologique qui rentre en ligne de compte pour la définition Alors le problème là, c'est que du coup, on arrive sur d'autres choses, par exemple, qui sont liées. C'est par exemple lien affectif et sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes, c'est le truc caricatural de est-ce que tu peux être amoureux et coucher avec quelqu'un, enfin, est-ce que tu peux être couché avec quelqu'un sans être amoureux? C'est-à-dire que des gens, effectivement, lient l'affectif. Et donc, par exemple, ce que tu décris, c'est effectivement des gens qui ont besoin de cet affectif, potentiellement, pour avoir un désir sexuel. Mais du coup, en fait, on mélange deux sujets, là. Ok, oui. C'est-à-dire lien affectif. Mais après, moi, quand je parle effectivement d'attirance, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens attirés par les chaussures ou qui s'excitent sur ces chaussures. Bon, effectivement, ça se construit sur quelque chose de biologique, mais il y a bien si les chaussures n'existaient pas, les chaussures ne l'attiraient pas. Mais ça, il y a une sorte de contagion de toute façon où en fait, quand on aime quelque chose, après, ça peut le désir qu'on a pour cet objet peut se déplacer sur d'autres objets. On voit que c'est un peu plus complexe qu'une définition. Mais c'est intéressant là, le côté hormonal qui vient. Moi, je connaissais pas du coup cette piste-là, et je trouve ça vraiment chouette. Mais oui, mais par exemple, prenons une mère qui a plusieurs enfants. À chaque fois qu'elle a un garçon, en fait, ses hormones vont être modifiées, et cette modification hormonale va augmenter les probabilités que son garçon soit homosexuel, en fait. Donc, on a remarqué des faits comme ça qui permettraient effectivement de voir qu'il y a cette piste qui peut se tenir au niveau de l'excitation sexuelle. Et c'est une chouette découverte. En tout cas, c'est une information qui m'intéresse beaucoup, et j'ai envie d'aller gratter pour en connaître un peu plus là-dessus. Pierre, on te demandera si tu as les articles, et puis on pourra les mettre aussi. Oui. Je donnerai les articles que j'ai, comme ça les gens, s'ils ont des articles inverses qui disent tout l'inverse de ce que j'ai lu, parce que l'orientation, l'identité, je suis très renseigné, mais l'orientation sexuelle moins. Donc si des gens ont tout l'inverse qui dit que non, c'est que culturel, moi je prends, et comme ça je dirais j'ai eu tort, et puis voilà. Très bien, merci Pierre. Et donc du coup, Marie, on bascule sur l'identité sexuée. Oui, c'est un peu plus velu, je vous préviens. Je commence par présenter
une petite étude qui était faite par, alors désolé pour la prononciation, c'est un peu compliqué, Muellenard et Peterson en 2011. Et ils disent qu'en fait, le sexe biologique résulte d'une construction sociale. Et parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en amont, que c'est la société qui définit une catégorie de sexe, mâle ou femelle, et l'assigne à l'enfant à sa naissance. Et donc voilà. Et donc pour aller chercher cette identité sexuée, on est sur une recherche de travaux pluridisciplinaires ou transdisciplinaires, je sais pas trop, où effectivement on est à la fois sur la biologie, la psychologie, la philosophie, et on dépasse la binarité qui est utilisée pour catégoriser la dualité des sexes ou des genres. Et ça s'est vu notamment en 93 avec Fausto Sterling qui a proposé en biologie 5 catégories de sexe, donc mâle, femelle. Alors à l'époque on disait encore hermaphrodite, merms pour pseudo-hermaphrodite masculin et ferms pour pseudo-hermaphrodite féminin. Et donc après, c'est une hypothèse qui a été nuancée par la suite, mais ça questionne quand même la stabilité de l'invariant sexe biologique comme objet de réélaboration psychologique et sociale. Donc, on voit qu'il y a une interdépendance du biologique, du social et du psychologique sur l'élaboration des conduites des définitions identitaires. L'identité sexuée, donc c'est le sexe qui est assigné à la naissance, corrélé aux normes qui sont véhiculées dans les milieux de vie. On a la construction psychique avec des aspects à la fois objectifs et subjectifs. Et donc, ce qui donne que le sexe biologique, c'est ce qui est assigné. Le rôle donne le sexe social. Et enfin, le sentiment d'appartenance à un groupe de sexe et un sentiment de féminité et ou masculinité répartis différemment selon les individus, c'est le sexe psychologique. Au-delà, c'est ce que tu disais, je crois, Pierre. En tout cas, on retrouve cette idée de différenciation hormonale au-delà de l'anatomie, c'est l'imprégnation des hormones qui varie selon les personnes et ça va influencer leur personnalité ou leur comportement et du coup qui vont être qualifiés selon les marqueurs sociaux féminins ou masculins. Et donc il y a un impact fort de la construction sociale hétéronormative qui entraîne cette correspondance majoritaire du sexe assigné au genre qui correspond, que la société a défini correspondant. Parce que au final, c'est les parents et la société à la naissance de l'enfant et même parfois avant, qui selon son sexe anatomique vont identifier l'enfant d'un genre à la fois dans le langage, dans le prénom, dans les pronoms, dans la manière de l'habiller, dans la caractérisation de ses comportements, comme tu disais tout à l'heure aussi. Et du coup, il y a Catherine Vidal, qui est une neurobiologiste, qui dit que le cerveau humain, à la naissance, il a 10% de ses connexions synaptiques ultérieures. Ce qui veut dire que c'est les interactions du nourrisson avec son environnement qui vont pousser leur développement. Et donc, ça passe par les 5 sens. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. À 2 mois, le bébé, il est capable de différencier le masculin du féminin par la voix qu'il entend. À 5 mois, c'est par l'image. Et à 2 ans, on commence la différenciation des sexes pour arriver à 3 ans où l'enfant désigne son propre sexe. Donc, ça montre le poids du positionnement de l'entourage adulte par rapport aux constructions où l'enfant va vouloir correspondre à l'image renvoyée par le parent, à la fois pour le besoin de reconnaissance et d'identification aux parents par le mimétisme. Dans la libération sexuée qui arrive, dans les différents articles que j'ai lus, voilà, l'idée c'était de peut-être porter attention au risque d'un conflit psychique qu'on fuit en idéalisant la possibilité de vivre dans le sexe opposé. Voilà, dans les possibilités d'interrogation. Et il y avait aussi les questions de l'accentuation des comportements genrés qui viennent pallier des problématiques de construction d'images de soins non sexuées ou sexuelles. Par exemple, la recherche de confiance en soi, la peur de la castration, la recherche d'une reconnaissance par les pairs, où on va accentuer un trait genré pour aller chercher à combler ces failles-là. Et donc ça, on vient sur des problématiques identitaires, narcissiques ou affectives qui n'ont pas été résolues, plus que par une véritable construction d'identité propre à oui, si, c'est propre à soi. Je terminerai sur une théorie autour de la transidentité de Chiland, je sais pas trop comment on dit, qui dit que l'identification à l'enfant de l'autre sexe présumé ou attendu inconsciemment par les parents peut
interroger l'histoire des parents et leur rapport à leur identité sexuelle, parce que du coup, c'est un peu l'image du sac à dos dans le sac à dos qu'on transmet en héritage, et donc le parent attend, quand on attend un enfant, il y a une attente d'un sexe ou d'un autre, et du coup, ou d'un genre ou d'un autre, et du coup, comme l'enfant qui arrive ne correspond pas forcément à l'attente qu'on avait, ou en tout cas, ça vient pallier sa propre construction qu'on n'a pas eue sur certains genres, et bah, du coup, ça peut entraîner des questions de problématiques ou, enfin, voilà, d'identité de genre ou de sexe après pour l'enfant qui se retrouve avec cet héritage-là. Voilà. J'ai fini avec l'identité sexuelle. J'espère que vous êtes encore là. Je crois que j'ai oublié 6 ou 7 sujets dans le tas. Mais je vais faire ce que je me souviens. Non, mais du coup, de toute façon, oui. Quand on est effectivement, alors au niveau biologique, c'est vrai que en cours de biologie, on nous fait sexe féminin, sexe masculin. En pratique, effectivement, comme l'a observé les chercheurs, il y a des gens intersexes, il y a d'autres types. Effectivement, il n'y a pas juste une vision binaire sexe masculin, féminin. Même si effectivement, dans la norme, 99% des gens se retrouvent dans ce côté soit sexe féminin, soit sexe masculin. Bon, le plus important pour l'identité, comme on a dit, c'est surtout l'aspect culturel, et c'est tout ce que va porter en fait cette assignation au départ. C'est-à-dire que selon comment la personne est assignée, on va s'attendre qu'elle se comporte de telle ou telle manière, qui des fois ça va très bien aller parce qu'en fait son tempérament naturel et sa biologie lui dit t'es plutôt agité, t'as de sexe masculin, donc quand t'es agité on va dire que c'est bien, donc en fait on va se construire en tant que homme entre guillemets, ça ira, et en tant que homme agité ça ira puisque la culture nous dit qu'on peut l'être. Par contre, si effectivement on a une tendance naturelle, je sais pas, un enfant de 2-3 ans qui aime le rose, qui aime les paillettes, qui aime bien mettre des robes, du coup ça va être beaucoup dur pour lui de trouver dans la culture ce qui va pouvoir le décrire. Et en plus, quand il verra plus tard que en fait tout ce qu'il aime, en fait ça tombe sur des attributs culturels féminins, c'est logique qu'il va commencer à se décrire en tant que femme et se sentir bien en tant que femme, puisqu'en fait la culture lui dit tout ce que tu es, en fait ça correspond aux femmes. Donc c'est logique effectivement que certaines personnes, même avec sexe masculin, se sentent femmes, mais parce qu'en fait c'est la culture qui leur dit que les femmes sont comme ça. Donc en fait on prend ce qu'il y a dans la culture et qui répond à nos sensibilités personnelles. On fait pas de quelqu'un, par exemple, on peut pas prendre quelqu'un et l'éduquer pour devenir quelque chose et savoir exactement ce qu'il va devenir. On peut pas prendre quelqu'un, par exemple, qui est homosexuel et en faire un hétérosexuel. On peut pas prendre des gens qui aiment pas les épinards et à force de leur faire manger, leur faire aimer les épinards. Il y a d'autres moyens, voilà. Oui. Après, il y a d'autres techniques. Effectivement, c'est le très mauvais exemple parce qu'au niveau de l'identité bon, l'idée, c'est qu'en gros, en fait, les enfants, ils ont des sensibilités personnelles qui viennent des hormones, de leur construction cérébrale. On peut les guider, mais on peut pas changer un enfant. Faut au moins écouter ce qu'il est pour qu'il se développe comme il est. Et des fois, ses sensibilités personnelles correspondent pas à ce qu'on lui fournit dans la culture. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien le fait quand même qu'il y ait plein de représentations de plein de gens différents, que ça soit des hommes efféminés ou des femmes masculines. Ça permet à la personne d'avoir des représentations et de se trouver. Et en fait, plus on gagne de temps sur découvrir comment se décrire et qui on est, et moins on a de problèmes plus on avance vite dans la vie, et mieux c'est. Donc effectivement, moi je suis assez pour qu'on donne tout type de représentation de ce qu'on peut être en tant qu'être humain, parce que ça va permettre aux enfants de se construire plus vite et de trouver eux ce qui répond en fait à leur sensibilité personnelle. Donc ça, de ce côté-là, et effectivement, il y a des sociétés qui vont plus essayer de guider les enfants et qui vont pas écouter les sensibilités personnelles d'enfants qui sont pas dans les normes. Et c'est tout à fait logique que dans une société qui dit fortement les hommes c'est ça, les femmes c'est ça, forcément, il y a des gens qui vont se sentir de l'autre sexe entre guillemets parce que c'est de l'autre genre, mais ils vont se définir comme ça parce que ça répond à leurs attentes en fait, ça répond à leur sensibilité personnelle. Et puis après, il y a un point qu'on n'a pas abordé au début, qui était au début, que tu as dit Marie et j'ai pas relevé, mais qui était important, c'est que l'identité, ça sert pas juste à se décrire soi, ça peut servir à envoyer un message aux gens. Par exemple, on peut dire je suis fainéant pour se décrire parce qu'on fait pas grand chose, mais on peut dire je suis fainéant pour que les autres viennent pas nous dire est-ce que tu veux travailler avec moi, comme ça on nous fout la paix. Et j'ai des patients, moi,
qui en fait viennent à dire qu'ils sont non-binaires pour qu'on arrête de leur foutre la paix avec ça, qu'on les emmerde avec certains stéréotypes liés en fait à leur sexe. Par exemple, effectivement, des gens de sexe féminin, on n'arrête pas de leur dire hey, t'auras qu'un enfant, c'est quand tu vas faire un enfant et tout. Et elles en ont ras le bol. Et donc, elles vont vers le milieu queer ou non-binaire pour qu'on leur foute la paix avec tout ça, en fait. Parce qu'effectivement, les gens, il y a des représentations de ce que ça devrait être un sexe féminin et une femme. Donc, de ce côté-là, oui, je vois ce que tu voulais dire. Parce que ça me fait penser à George Sand qui avait écrit j'avais étudié avec mes troisièmes, un texte où elle disait que justement, elle avait décidé d'être neutre, c'est-à-dire ni belle ni moche, parce que dans les deux cas, il y avait des horizons d'attente qui lui définissaient un rôle prédéfini à soit t'es belle et du coup t'as tel rôle dans la société, soit t'es moche et t'as tel rôle dans la société. Alors que en étant ni l'un ni l'autre, et ben du coup elle était tranquille, elle pouvait être ce qu'elle voulait être. Et du coup ça me fait penser un peu à ça, à ce que tu racontes là. Ouais. J'ai plein de patients trans ou non-binaires qui le font pour qu'on leur foute la paix, en fait. Comme ça, dès le départ, ils disent, mais arrêtez de m'imposer certaines représentations que vous avez de tel ou tel sexe. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, c'était intéressant, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Alors, tu pourras reprendre après, du coup, Pierre. Et moi, je vous remercie, du coup, pour cette belle transition, vu qu'on va parler, du coup, l'identité de genre. Ah, oui, on n'a pas encore fait. Vous n'avez pas encore fini de m'entendre parler. Donc, je vais commencer par dire qu'il y a une polysémie importante du mot genre. Parce que le genre, ça peut être en grammaire, ça peut être le genre littéraire, le genre artistique, le genre biologique. Alors, en définition un peu plus générale, le genre, c'est quelque chose qui est une construction sociale. C'est, à la différence d'une nature féminine ou masculine, le genre, ça constitue à la fois un processus lié à des rapports de sexe et une identité évolutive, caractérisant chacun de ces sexes l'un par rapport à l'autre. Alors ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Guyonnet et Neveu en 2009. Voilà. On a différentes définitions d'identité de genre qui peuvent se résumer à un état subjectif propre à l'individu et non au fait d'être mâle ou femelle. Et donc, il y a un processus dans la socialisation de genre qui est lié au milieu familial, à la différenciation parentale, à l'invisibilité de genre dans les milieux, par exemple, d'accueil de petite enfance, au questionnement de genre dans le milieu scolaire, et aussi à l'impact des médias et de tout ce que tu disais tout à l'heure autour de la culture en fait dans laquelle on évolue, dans laquelle on se construit. Il y a des études relativement récentes sur le genre qui ont été faites par Butler en 1990 où l'hypothèse c'est que le genre c'est une pure assignation sociale qui impose un choix majoritaire d'orientation sexuée où du coup le sexe anatomique et les stéréotypes sociaux de la société sont plutôt phallocentrés. Le sujet à l'origine est neutre et doit renoncer du coup à une part de lui qui ne correspond pas à cette orientation choisie entre guillemets, qui peut amener à ce qu'on appelle la mélancolie de genre. Et donc c'est une théorie qui permet une réintégration sociale des formes dites marginales des comportements et ressentis sexués ou sexuels. Et du coup le genre c'est une performance, c'est plus une simple continuité de notre sexe. C'est quelque chose qui est à part. Et donc Butler dit aussi que, de fait, il y aura une existence d'une multitude de genres qui va être propre à chaque individu puisque le genre se construit. J'en profite pour faire un petit point sur la théorie du genre que j'ai trouvé dans ce super bouquin que je vous recommande à la fin, où en fait ils expliquent que c'est un courant de pensée qui consisterait, attention j'emploie le conditionnel, à nier les différences biologiques entre les personnes pour aller vers une société agenrée. Mais en réalité, ce qui existe, ce sont des études de genre, ce qui est différent. Et donc les études de genre, c'est un champ universitaire où il y a des dynamiques, où on étudie les dynamiques qui modulent la construction du genre à travers des recherches pluridisciplinaires. Et donc il n'y a pas de non-reconnaissance biologique ou sociale de la différence entre hommes et femmes. Donc, ça me semblait important de faire un petit cœur de rappel sur l'idée. Et après j'ai quelques petites définitions rapides sur donc l'identité de genre de manière un peu plus un peu plus élaboré encore, c'est l'identité masculine ou féminine ou les deux ou aucun des deux qu'une personne se construit tout au long de sa vie. Elle peut être alignée avec son sexe biologique et dans ce cas-là on dit cisgenre ou non, dans ce cas-là on dit transgenre. Dans les possibles identités de genre, on a du coup
autres. On a non-binaire. Donc, une personne non-binaire, c'est une personne dont le genre n'est ni exclusivement féminin, ni exclusivement masculin. Et donc, elle peut être à la fois homme et femme, entre les deux, ou ni l'un ni l'autre. Et donc, à partir de la non-binarité, comme c'était un peu fourre-tout, entre guillemets, il y a des petites branches spécifiques qui sont venues se dessiner. Donc, il y a les personnes à genre, les personnes qui n'ont pas de genre, qui se définissent comme n'ayant pas de genre. Les personnes neutres, donc ces personnes dont le genre intègre des éléments perçus comme masculins et d'autres perçus comme féminins, mais dont on a retiré toute la conception de genre. Les gender fluides, donc là c'est une personne dont le genre peut fluctuer entre n'importe quel genre, homme, femme, binaire, non binaire, de manière prévisible ou pas selon les situations et ou les époques. Les périodes, pardon. Et demi-genre, c'est une personne qui a plusieurs genres. Elle est en partie homme et femme et peut également avoir en elle un autre genre qui n'est pas encore nommé ou conceptualisé. Les dernières choses que je tiens à dire, c'est que je trouvais ça pas mal dans le livre qui explique qu'on parle plutôt de transidentité plus que de transsexualité maintenant. Pour être, je crois que c'est par rapport à toutes les images que ça peut véhiculer autour de ces notions-là. Parce que ça va plus loin que juste la question du sexe justement, et après pour les personnes qui sont en transition, c'est pas juste une transition pareil centrée sur le sexe, c'est une transition sociale, physique, et du coup administrative et médicale, et du coup ça passe par tout un champ d'étapes successives, enfin d'étapes parallèles ou successives, mais en tout cas voilà, il y a plein de choses qui sont liées à cette notion de transition. Et je vais terminer par une phrase de Pierre Bengozi que j'ai beaucoup aimée, qui disait que son hypothèse, c'est que le sexué est au lien, ce que le sexuel est à la relation, le genre est l'expression sociale et culturelle du sexué et du sexuel. C'est-à-dire que, donc, il différencie lien et relation. Le lien, c'est tout ce qui est lié à l'affiliation, quand la relation, c'est ce qui est lié au rapport intersubjectif sur un lien donné. Et du coup, le sexué, c'est être, le sexuel, c'est avoir, et donc on a une dimension du genre qui est définie dans l'altérité. Et voilà, j'ai fini. Merci Marie. Moi, je sais pas par quoi commencer. Et j'ai synthétisé bon. Il y a trop. Il y a mon cerveau, il sait pas choisir, là, je suis perdu. Il y a trop de trucs, et il y a trop de trucs intéressants. Et bon, alors du coup, on va reprendre par rapport à ce que je disais au début, et ça va refaire le fil. C'est qu'effectivement, bon, si on reprend tout depuis le début, effectivement, on est tous avec un corps différent. Voilà. Et effectivement, pour la plupart des gens, c'est sexe masculin ou féminin. Et dans les études, on voit que les différences entre les deux sexes au niveau comportemental ou cognitif sont assez faibles. Voilà, sont minimes. Par contre, les attributs, c'est-à-dire tout le vernis, toute la culture sociale autour de ces sexes, par contre, est vachement plus rigide et attribue vachement plus telle ou telle caractéristique à tel ou tel sexe. Sauf que dans les études, on voit que c'est pas le cas. Voilà. Par exemple, le genre, si on est de sexe féminin, ben on est moins compétent que les gens qui ont une bite. Bon, ben après, effectivement, quand on fait des études là-dessus, on voit que c'est pas aussi simple que ça, et ça se confirme pas vraiment. Voilà. Donc il y a plein de ces attributs. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on se construit et on met du sens à ce qu'on est avec ces attributs culturels. Et donc, comment on se définit dans le genre, c'est un moyen de dire à peu près comment on se positionne par rapport à cette culture. Par exemple, avoir un sexe féminin et dire qu'on est un homme, on se situe, voilà, moi, ma sensibilité, mes goûts, mes loisirs, ce que je ressens, ça ressemble plus à ce qu'on attribue aux hommes normalement, dans la culture. Mais dans une autre culture, en fait, la personne, si ça se trouve, se serait définie autrement. Les gens, effectivement, un genre, c'est les gens qui disent, non, mais en fait, moi, dans les stéréotypes d'homme ou femme, moi, je m'y reconnais pas, en fait, je m'en fous, quoi. Ça n'a aucun sens pour moi, ça ne répond à rien du tout. Je préfère dire que je suis un docteur ou je préfère dire que je suis autre chose, mais en fait, je m'en fous de ce que les gens, cette représentation. Donc, en fait, le genre, c'est un moyen de se situer par rapport à ces attributs culturels et dire carrément nos sensibilités personnelles pour que la personne en face se situe par rapport à nous et qu'on puisse soit envoyer des messages à l'autre, soit se définir soi, être bien parce qu'on a des mots pour se définir soi. Donc en fait, moi j'aime bien voir le genre comme comment on se positionne par rapport à notre culture en fait. Et effectivement, vu que la culture change, si tout d'un coup, là par exemple, dans notre culture, quelqu'un qui a un sexe masculin mais qui aime bien, qui a une voix aiguë, qui aime bien mettre des robes, il va peut-être se dire femme, parce qu'effectivement dans la culture c'est attribut femme. Mais dans une culture différente de notre pays où en fait les hommes mettraient des robes, enfin les sexes masculins mettraient des robes et tout, ils se diraient hommes parce que c'est un attribut masculin. Donc tout dépend de la culture en fait. Et donc quelqu'un
C'est pour ça que je disais qu'au début, ça peut changer comment on se définit, parce que selon comment la culture change, notre définition de nous-mêmes va changer aussi. Donc après, ce qui est pas mal, c'est d'apprendre comment. Moi, je trouve intéressant. Enfin, c'est la question qui m'intéresse. Après, les gens s'en foutent peut-être, mais c'est comment un gamin, il apprend justement tous ces attributs culturels et comment en fait, il intègre en fait tout ça. Parce qu'on a vu qu'il commençait à le faire très rapidement dès les premiers mois de sa vie. Et en fait, il va apprendre toute sa vie. Et il y a 3 gros moyens par lesquels il apprend, qui n'ont pas la même importance selon l'âge. Mais le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais, ils appellent ça le modeling. En gros, c'est l'observation. Ça, en gros, on voit comment les sexes féminins ou masculins se comportent. Et bien, on apprend des règles que tu te comportes comme ça. Quand t'as les cheveux longs, tu mets des robes et tu vas jouer à ça. Donc, en fait, c'est l'observation et c'est ce qui marche le mieux au début. Donc en fait, ce qui a le plus d'influence finalement au début dans la vie, dans la construction de comment on se situe par rapport à notre sensibilité à la culture, c'est la vie familiale, c'est la petite enfance, pour voir les modèles que l'on a différents en fait. Et c'est comment les gens se comportent autour de nous qui va nous dire ah oui, je me reconnais dans cette personne, ah oui, non, je me reconnais pas dans cette personne, et qui va voir vers qui on va plutôt aller et vers quoi on va en fait se définir soi-même. Par exemple, on a vu qu'à 3-4 ans, un gamin, il était déjà capable de dire quel jouet était masculin, féminin, et capable de se foutre de la gueule, par exemple, d'un garçon qui, en fait, jouerait avec des jouets de filles. Voilà. Donc, en fait, cette construction, elle intervient très, très rapidement, et après, il y a d'autres processus d'estime de soi, de domination sociale, qui fait que quand quelqu'un sort des normes, on peut le défoncer facilement. Donc, les gamins s'en privent pas pour un peu d'estime d'eux. Donc, finalement, voilà, l'observation, ça joue beaucoup au début. Après, il y a l'action, c'est-à-dire nous-mêmes, on va faire des choses pour tester, en fait, notre identité et ce qu'on est. Par exemple, ça peut être moi tout d'un coup je mettrai j'ai bien envie de tester les robes, mais en fait je vais faire l'action de tester des robes et je vais voir si finalement ça me convient bien et si ça le fait pas ou si ça le fait pas. Bon, ça marche moins bien chez les enfants que l'observation parce que déjà ça va dépendre du retour des proches. Si par exemple quelqu'un veut tester sa sensibilité en mettant du vernis alors que il dit t'es un garçon, tu dois jouer au foot, s'il se prend un sale retour dans la gueule, du coup il va perdre du temps, il va pas savoir quoi penser, il va dire non mais moi j'aime bien mais en même temps on me dit que je devrais pas, et ça peut effectivement rendre dépressifs des gens quand ils ont des sensibilités personnelles qui se frottent en fait à la culture qui dit non en fait faut pas que tu fasses ça. Et aussi comment la personne le prend. C'est-à-dire, si la personne fait un test qui s'avère positif et bien pour elle, mais qu'elle est ambivalente, qu'elle se dit non, mais faudrait pas. Par exemple, le cas de quelqu'un qui est homosexuel, qui embrasse un homme, et en fait, il commence à être excité, il trouve qu'il aime ça, mais il y a un autre côté qui dit non, il faut pas. Du coup, en fait, il va moins bien se définir en tant qu'homosexuel parce qu'il y a un côté de lui qui dit qu'il faudrait pas. Donc, en fait, le fait d'agir, il y a tellement de retours négatifs possibles de soi-même ou des autres qu'en fait, on découvre quand même moins son identité en agissant qu'en observant les autres. Et le troisième mode, effectivement, de découvrir son identité ou se construire, en fait, c'est que les gens nous disent ce que c'est. Par exemple, je sais pas, un adulte qui dit non, mais t'es un mec, tu fais pas de danse, tu vas jouer au foot. Et là, ça marche pas très 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 bien puisqu'en fait ça va énormément dépendre de comment le gamin va le prendre, de ses sensibilités personnelles. Donc, en fait, si on veut effectivement élargir le spectre et écouter son gamin, le mieux, c'est de lui montrer déjà qu'il peut être plein de choses et que nous-mêmes, on peut être plein de choses, en fait. C'est le meilleur moyen, c'est en fait de montrer l'exemple. C'est pour ça que moi, je suis assez sensible à ces histoires de représentation dans les dessins animés ou ailleurs, pour que le gamin, il se dit, j'ai la possibilité de ça, et on gagne vachement de temps sur sa vie, et surtout, moi, ce que je vois, c'est la dépression possible, car en fait, il n'y a aucun élément culturel qui répond à notre sensibilité personnelle. Et du coup, on est paumé, on sait pas quoi être, on se met à avoir honte de soi, on se dit qu'on devrait pas être ça, on fait pas des tests du coup et on perd des années. Donc, je préfère largement qu'il y ait plein de représentations possibles de ce qu'on peut être, parce que je veux dire, il y a tellement d'humains possibles, je vois pas pourquoi on se limiterait dans ce qu'on peut être, vu les possibilités qu'on a. Voilà, en plus, à des éléments culturels assez binaires et qui vont limiter vachement les gens. C'est important, par exemple, quand on prend le suicide des hommes, il y a une étude où ils avaient les données des changements sociétaux en Irlande et des suicides chez les hommes et chez les femmes. Et ils ont vu que avant les hommes réussissaient, faudrait pas dire comme ça, mais que hommes et femmes arrivaient autant à se suicider et que en fait il y avait le même taux de suicide réussi chez les hommes et chez les femmes.
Et à partir du moment où les femmes ont pu sortir de la maison pour aller travailler, c'est-à-dire qu'elles avaient une alternative au fait de rester à la maison bloquées, à élever les enfants, et ben en fait leur taux de suicide réussi a en fait chuté. Donc en fait le fait qu'on leur ouvre des portes et des possibilités a fait baisser le taux de suicide chez les femmes. C'est pour ça que moi je prône effectivement que des représentations diverses et variées de ce qu'on peut être pour éviter justement ce genre de problème. Voilà. Et après, bon, il y avait l'histoire de transsexualité et transidentité. Effectivement. Alors, pour faire vite, du coup, hein. Ouais, transsexualité, on fait plus parce que, en fait, transsexualité, ça renvoie l'image de la personne qui change de sexe, en fait. Et qui, du coup, se fait retirer sa bite ou se rajoute une bite. Et alors que le problème de la transidentité, elle est beaucoup plus large. Et plein de transitions, c'est-à-dire des gens qui assument le fait de s'identifier au sexe opposé ou au genre opposé, en fait, ne passe pas par des changements physiques. Ça peut être juste assumer un changement de prénom, ça peut être un changement d'habit, ça peut être juste dire ses sensations mais sans rien changer de son physique. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit plutôt transidentité, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus large que juste un changement de sexe. D'ailleurs, c'est quelque chose que les gens comprennent pas. C'est que quand on parle de trans, on parle pas de gens qui vont faire des gros changements hormonaux. Quand on dit que, par exemple, qu'on peut laisser les gamins essayer ou les gamins trans peuvent essayer différents comportements, on leur dit pas directement d'aller se faire enlever les seins ou changer leur bite. Voilà, on leur dit juste, essaie d'être ce que tu veux, tu testes et puis on voit. Voilà, donc il y a le truc très très rapide, un peu réactionnaire de dire les trans c'est horrible et puis les enfants on va les charcuter et tout, on va faire des traitements hormonaux, mais alors que c'est pas ça hein, là, dans la plupart des cas. C'est juste laisser les gens libres en fait de tester ce qu'ils veulent et de voir si ça leur convient dans leur vie. C'est un peu un peu trop les personnes trans par la transsexualité, c'est vrai. Oui. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de personnes qui subissent aussi du questionnement à savoir si ils se sont fait opérer, est-ce qu'ils vont se faire opérer ou ce qu'il y a dans leur pantalon quoi. Ouais. Ça c'est un peu problématique. C'est vrai que c'est des choses que les personnes trans subissent entre guillemets encore plus, alors qu'une personne cis personne va lui demander ce qu'il y a dans sa culotte quoi. Ou c'est d'autres choses qu'on cherche avec quoi. Ouais, je sais pas, parce qu'après, c'est vrai que de toute façon, tout nous renvoie à ce qu'on a dans la culotte, hein. Que ça soit notre manière de nous habiller, que ça soit la façon dont on parle. En fait, on est construit autour de cette différence, et donc du coup, assez vite, de toute façon, les gens disent lui, il a une bite, elle a autre chose. Donc, quand ils ont fait des expériences, les gens, en fait, ils disaient homme ou femme en fonction de s'il y a une bite ou s'il n'y a pas une bite. Et ils utilisaient des attributs extérieurs pour le dire assez rapidement. Parce que faut avouer que pour la plupart des gens, il y a quand même des différences biologiques entre sexe féminin et sexe masculin que les bébés repèrent et qui sont assez des marqueurs assez forts quand même de différences anatomiques. Après, moi, ce que j'interroge, c'est pas les différences anatomiques. Je sais qu'elles existent et je sais qu'il y en a. Et on peut pas le nier. Et on peut pas nier certaines différences. C'est rare quand même de voir quelqu'un avec un sexe masculin qui a ses règles ou alors un syndrome prémenstruel. Donc il y a bien des différences. Mais après, c'est de détruire un peu tous les stéréotypes descriptifs et tout ce qui vont limiter les gens et potentiellement créer des dépressions. Parce qu'en fait, les êtres humains sont tellement différents entre eux qu'il n'y a aucune raison de les mettre dans des catégories et de leur dire qu'ils doivent se comporter de telle ou telle manière, en fait. Ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Pardon, je disais comme par exemple genrer les vêtements. Ouais, moi j'avais juste une petite question, je ne sais pas si tu vas avoir la réponse Pierre, mais est-ce que y a dans d'autres sociétés où les marqueurs, on va dire les marqueurs de genre sont moins établis, est-ce qu'il existe des études là-dessus ou des exemples qu'on pourrait mettre en avant? Alors, dans les études interculturelles, oui, il y a pas mal de différences. Et d'ailleurs, on voit plus de variations culturelles que de variations biologiques. Comme je disais, quand on s'intéresse à ce qui est commun à toutes les cultures entre les sexes, les différences sont minimes. Mais par contre, au niveau culturel et comportement, les différences sont énormes. Si on prend un truc tout con, les Vikings, par exemple. On prend les Vikings, ils allaient dans des endroits, ils défonçaient tout, on en a une représentation très agressive et très forte. Bon, maintenant, on voit les pays des Vikings, en fait, leur biologie n'a pas changé. Leurs gènes n'ont pas changé en quelques centaines d'années, et pourtant, le comportement est extrêmement différent.
Et par exemple, que je parlais de suicide, c'est vrai qu'effectivement, les femmes tentent de suicider plus dans les pays occidentaux, mais les hommes réussissent mieux. Mais en Chine, par exemple, en fait, les taux sont exactement les mêmes. Parce qu'il y a des différences culturelles qui, en fait, gomment. Donc, en fait, quand on essaie de trouver une origine aux différences hommes-femmes, souvent, on tourne plus souvent sur une part plus forte du sociétal que du biologique. Bon, évidemment, sur certains comportements, comme par exemple les règles, enfin pas comportements, mais certains fonctionnements biologiques, voilà, comme les règles, c'est sûr que là, du coup, on est plus fort. Mais sur le comportemental et le cognitif, il y a bien des différences. Surtout, les maladies, ça dépend. Les maladies, ça dépend. Il y a des maladies plus ou moins biologiques ou plus ou moins d'origine génétique. Et donc là, on voit des grosses différences masculin-féminin. Mais par contre, après, sur certaines maladies où il y a bien des différences hommes-femmes, mais on voit que ça varie selon les cultures. Donc, faut pas nier l'influence du biologique, mais par contre, le sociétal a beaucoup, beaucoup plus d'influence sur tous nos comportements, et des sociétés peuvent changer du tout au rien en quelques centaines d'années, alors que la génétique change pas, et des rapports sociaux entre hommes et femmes, par exemple, peuvent énormément changer. Par exemple, en une expérience, ils arrivent à rendre des femmes plus agressives et plus dominantes, juste en changeant les règles de l'expérience, dans certaines expériences. Voilà. Okay. Une femme peut par contre être dominée parce qu'un mec est plus fort, on lui donne un flingue, tout d'un coup, elle devient vachement plus dominante, en fait. Forcément. Voilà. Donc, j'allais sortir mon épée. Voilà, je pense que moi, c'est très important ce travail autour de la culture et de quel élément culturel créer certaines pathologies, puisque moi, le but, à la limite, l'identité, c'est pas ça le problème. Moi, l'identité, c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est quels sont les problèmes qui vont venir créer certaines maladies, et je suis centré sur ça, puisque mes patients, en fait, ils me viennent parce qu'ils ont des problèmes. Donc, c'est surtout ça sur que je me centre. Et effectivement, je vois bien que la culture crée des conditions et des facteurs qui vont créer des problèmes chez des personnes. Que ce soit une soumission trop forte de certaines femmes, ou alors que ce soit certaines personnes qui n'arrivent pas à se contrôler parce qu'on leur a jamais dit qu'elles devaient se contrôler, plein de choses comme ça. Et du coup, ça me permet de rebondir. Quelle pathologie, du coup, on peut retrouver toi, tu rencontres, du coup, qui sont liées à ces... à ces comportements genrés, en tout cas. Ces questionnements identitaires. Alors le plus fréquent quand on a du mal à trouver qui on est, c'est la dépression. Ouais, c'est le fait de pas savoir se situer, de pas savoir comment se comporter, d'avoir rien qui nous répond, du coup d'être plus isolé socialement. Bref, ça ouvre la porte à plein de problèmes, et notamment la dépression. D'ailleurs, si on voit les personnes trans, en fait, elles souffrent énormément de dépression. Parce que justement elles ont pas elles ont pas les codes, elles savent pas comment se définir. Il y en a qui mettent des années en fait à mettre le mot sur ce qu'elles sont ou comment se définir, et ça crée plein de problèmes le temps que ces années passent. Sans compter qu'en plus leur famille est pas forcément très ouverte à leur sensibilité personnelle. Donc c'est le plus important. Après, on se pose la question sur par exemple certains troubles de la personnalité. Par exemple, il y a plus de narcissiques et d'antisociaux chez les mecs. Et effectivement, il y a des questions sur, étant donné qu'on accepte plus qu'ils soient agressifs et agités dès quand ils sont petits, est-ce que du coup, ça laisse pas plus de marge à ce que fait qu'ils dépassent les bornes et qu'ils aillent foutre la merde? Ouais. Voilà, ça c'est le genre de truc. Alors qu'effectivement, les filles sont plus vite reprises et donc ont plus des troubles de comportement internalisés, c'est-à-dire baisse d'estime de soi, dépression. Ouais, ok. Donc après, voilà, moi la difficulté, c'est que là, on n'est pas encore assez avancé dans la recherche pour dire, alors c'est 10% de sexe masculin, c'est 90% d'éducation. On n'a pas encore les données, voilà. Donc on peut pas dire ce qui joue exactement en fonction du sexe ou en fonction du genre, mais il y a plein d'hypothèses ouvertes et on peut pas rejeter toutes les hypothèses comme ça. Ça peut pas être que biologique ou ça peut pas être que psychologique. Tu disais que tu rencontrais beaucoup de dépression. Est-ce qu'on peut faire une micro-aparté pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient peut-être se poser la question, est-ce que je suis en dépression ou pas? Est-ce qu'on peut le définir Est-ce qu'il y a des petites clés qui permettent de savoir là je suis en dépression ou là je suis pas en dépression? On peut voir assez facilement. En fait, la dépression, si on prend pour les adultes, les gens ils peuvent taper épisode dépressif majeur et DSM-5, ils auront les symptômes et on voit assez vite si on est dans les symptômes ou pas, de manière générale. Après, ça fait pas un diagnostic parce que normalement un médecin ou un psychologue, après il prendra les symptômes, il verra si c'est pas dû à autre chose. Genre par exemple pour la dépression, un problème de thyroïde, c'est tout con. Mais effectivement, on peut être dépressif parce qu'on a un problème de thyroïde ou des problèmes de manque de testostérone qui rendent dépressif, par exemple. Donc, mais on peut se reconnaître dans la description.
On fera pas le diagnostic, mais on peut se reconnaître dans l'inscription. Par contre, pour les enfants, c'est différent. Les enfants déprimés, alors le fond de la dépression, c'est l'impression d'être foutu. Si on est dans la merde, qu'on a l'impression d'être foutu, chez les adultes, ça va donner le cerveau qui s'éteint, qui ne nous fait rien faire, qui nous démotive parce qu'en fait tout est foutu. Chez les enfants, ça va plutôt être de la surexcitation, de l'agitation. Ils vont plutôt passer pour des hyperactifs parce que c'est la façon dont un enfant en général réagit en fait au fait d'être foutu. C'est qu'en fait il s'en fout de tout, donc il part en vrille et puis il en a plus rien à faire de tout. Ok. Eh ben merci pour cette petite parenthèse, mais je pense que ça peut être pas mal parce qu'on peut avoir des gens qui s'interrogent sur ces questions-là et surtout si c'est une pathologie qu'on rencontre très fréquemment, donc en tout cas toi dans ta patientèle. Moi j'avais une autre question liée au genre et à la parentalité, parce qu'en fait je me suis dit en lisant tout ça que la transidentité, la question de transidentité, elle redéfinissait un petit peu les rôles de parents. Et que au final, la construction du rôle de mère ou du rôle de père, c'est des constructions pareilles, culturelles, sociétales, qui sont genrées. Et donc, est-ce que redéfinir le rôle de parent en tant que parent, ça, en dégenrant du coup le rôle de parent, ça aurait vraiment, est-ce que ça aurait un impact sur la construction identitaire ou psychologique de l'enfant, dans la mesure où on associe des comportements stéréotypés à la mère et d'autres au père. Alors, du coup, pour le coup, c'est une vraie interrogation. J'ai pas lu d'autres choses. C'est vraiment une question qui m'est venue en lisant tout ça. Alors moi, j'ai pas de preuves parce que sur le sujet, j'ai pas vu d'études qui dit rôle des parents et construction de l'enfant. Après, logiquement, si on suit les études et comment les gamins ils apprennent leur rôle, logiquement, il va prendre des exemples des parents où ça va lui laisser un modèle de ce qui peut être. Et ce qu'ils ont vu dans les études, c'est que, par exemple, le fait, admettons un couple, homme-femme, les deux gagnent autant d'argent. C'est-à-dire les deux travaillent, les deux gagnent autant d'argent. Et que même quand les deux gagnent autant d'argent, la femme a tendance à plus s'occuper des enfants et à plus faire les tâches de ménage, même s'ils ramènent le même argent. Donc forcément, aux enfants, on imprime un modèle où en fait, une personne pourra ne rien glander et s'en sortir sans problème, en fait, n'aura pas de commentaires. Et donc, il a plus de chances de prendre ça parce qu'en fait, c'est sympa quand même de rentrer, de rien foutre et d'avoir quelqu'un qui bosse pour soi. Donc, moi on prend un système culturel aussi parce qu'il nous avantage. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est tranquille. Merci le patriarcat. C'est tranquille quand on peut ne rien faire et qu'on n'a pas de retour négatif. Voilà, de la société. Donc, logiquement, oui, du coup, la personne, elle devrait prendre ce modèle sans problème, alors que la petite fille qui voit ça va peut-être se sentir plus coupable de pas rentrer dans le modèle quand quelqu'un va lui dire « Ah non, tu devrais faire ça ». Voilà. Donc, logiquement, ça devrait avoir une influence sur ce que la personne estime avoir le droit de faire ou de ne pas faire. Sur ce que l'enfant, je veux dire, aurait le droit de pas faire ou pas faire. Mais en termes de construction, de développement psychologique, tu vois, le fait de s'identifier à un parent ou à l'autre sans tu vois, c'est vraiment cette notion de... Oui, du coup, c'est ce que... Alors ça dépend en fait là sur pourquoi là aussi on va avoir du lien affectif dedans parce que ça dépend aussi du temps que les parents passent avec l'enfant, qui il prend pour modèle, et là en fait ça dépend tellement de facteurs différents qu'on peut dire que chaque histoire est différente de personne, comment elle se construit. Donc une personne peut très bien prendre exemple sur sa mère parce qu'elle est souvent avec et donc avoir des schémas liés à sa mère. D'autres peut être beaucoup avec sa mère mais avoir un comportement opposant et donc envoyer chier tout ce que lui présente sa mère. Donc là, les assemblages sont tellement divers et variés que c'est difficile de répondre pour moi. Vu que j'ai pas d'étude qui dit, par exemple, ah oui, 5 heures passées avec sa mère va faire qu'on s'identifie plus à sa mère et que du coup on prend le schéma de genre féminin. Voilà, j'ai rien là-dessus qui peut être fixe pour répondre bien à la question. Okay. C'est trop divers, c'est trop complexe pour moi là pour que je réponde bien. Parce que j'ai lu que même finalement alors du coup c'est plus psychanalytique, mais que le complexe d'Oedipe, du coup on peut aussi le faire en inversé et que c'est pas parce que et du coup au final parce qu'il y a un genre de, je crois que Freud avait dit, une bisexualité psychique de l'enfant qui, au fur et à mesure des différents stades de développement jusqu'avant la période de latence, donc vers 5-6 ans, du coup ça
ça veut dire qu'à la base, l'enfant, il peut très bien soit s'identifier au père, soit s'identifier à la mère, et du coup, le complexe d'Oedipe, aller sur le parent opposé, c'est pas une obligation, en fait. Alors le problème, c'est que le complexe d'Oedipe, quand ils ont fait des tests dans les années 40, ils ont vu qu'en fait, ils s'en foutaient, père ou mère. Donc le complexe d'Oedipe, je pense qu'on peut laisser tomber. Je pense à un attachement à une théorie de plus de 100 ans qui a pas trop d'intérêt. La question de pourquoi on s'identifie à telle ou telle personne, ça va dépendre de plein de facteurs. Mais c'est vrai que la ressemblance physique, voilà, des gamins, en fait, rien que leur ressemblance physique va faire qu'ils vont aller plus vers l'un ou vers l'autre, en fait. Quand on voit un groupe, si on sent qu'on leur ressemble, mais ça passe par le physique, la manière de se comporter, les sujets abordés, forcément, on va plus s'intégrer, on va plus prendre les attitudes de ce groupe-là, en fait, de ce groupe social-là. C'est le sentiment d'appartenance, du coup. Oui, voilà, et c'est très très important pour l'identité, en fait. D'ailleurs, il y a des théories, les deux sont indissociables. C'est-à-dire qu'on se construit en fonction des groupes auxquels on appartient, et selon le groupe auquel on appartient ou on veut appartenir, on va se définir, en fait, justement pour en appartenir. Ce qui peut donner des trucs chelous où des gens se définissent d'un tel groupe alors que le groupe n'en ont rien fait faire d'eux. Voilà. Comme une personne qui se voit comme un chômeur qui est en statut social faible et qui se fait arnaquer par les bourgeois et qui va dire ouais mais je suis un gros entrepreneur et tout, faut réussir par soi-même, je vais y arriver tout seul, voilà, alors qu'il se fait juste arnaquer. Mais non, donc ça peut donner des exemples bizarres, mais en gros ouais c'est important l'appartenance et ça construit vachement qui on est en fait. C'est une étape qu'on revoit à l'adolescence en fait où il y a aussi une réinterrogation du coup de cette appartenance au groupe. Alors, c'est vrai que moi je travaille avec des ados aussi, et c'est des choses qu'on peut observer où il y a une réinterrogation de l'identité en rapport du coup aux autres, et c'est là où on voit on peut avoir des styles vestimentaires ou des pratiques qui sont liées pour faire groupe quoi. Oui, pour faire groupe et aussi pour se trouver soi dans ce groupe et voir ce qui va pas et faire des tests. C'est pour ça que un gamin, il y a plein de gamins ados qui vont tester d'être une racaille pendant un mois, puis après ils vont redevenir l'enfant sage, puis après ils vont repartir en vrille et puis après ils vont faire autre chose. Il y a plein de tests parce que il y a énormément de changements au niveau hormonal et tempérament, au niveau du tempérament à l'adolescence. Et donc en fait, la personne change tellement vite qu'elle a besoin de se retrouver à chaque fois. C'est un peu comme si nous, tous les ans, en fait, on avait un changement brutal de notre culture ou alors de notre tempérament qui faisait qu'on devait redéfinir qui on était à chaque fois. Donc, ouais, c'est une période assez mouvementée et c'est logique que les gamins testent plein de choses, hein, même des conneries. C'est tout à fait logique. Expérimentation, quoi. Bah ouais, parce que pour savoir qui on est, faut tester aussi faut faire des tests pour voir ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, nos limites. Moi, ça me dérange pas que quelqu'un sache pas s'il est attiré par les hommes, qu'il aille embrasser un homme, voilà, et puis qu'il essaye, il voit ce que ça donne, hein. C'est pas grave, hein. qu'il a qu'à essayer, et puis il voit, hein. Yes. Du coup, pour clôturer cette partie-là, est-ce que toi, Pierre, tu as des choses à rajouter avant de passer sur les recommandations ? Non, à part, je laisserai un article à passer qui résume vachement bien comment on construit son identité de genre. Bon, c'est en anglais, c'est une 30aine de pages, mais c'est giga détail, hein. Donc pour ceux qui veulent être super forts, voilà, s'il y en a dans l'assistance qui va être géniaux et connaître hyper bien comment un gamin il va tout construire son genre, c'est super bien. Voilà. Donc je laisserai au cas où. Tu me laisseras. Ok. Et ben, est-ce que tu veux enchaîner du coup sur des recommandations, si tu avais des choses voilà à nous recommander, de la lecture, de la vidéo ou des choses à écouter. Lecture, l'article que j'ai donné. Alors moi, le problème, c'est que je lis qu'en anglais des articles scientifiques, donc je suis un peu une merde pour vous donner des trucs accessibles aux gens. Je suis désolé. Mais on mettra ça en recommandation du coup derrière. Ouais. Après, j'ai fait une vidéo sur la construction du genre d'une demi-heure où il y a plusieurs sujets abordés et dont l'article. Là, j'essaie de faire un petit résumé de l'article dont j'ai parlé. Donc, s'il y en a qui veulent une version française plus abordable, ça sera possible. Et après sur les recommandations, alors au niveau recommandations c'est compliqué, parce que moi je suis concentré surtout sur le pathologique. Donc je sais que ce qui crée des problèmes chez les ados, c'est quand on les empêche, ou alors les enfants, c'est quand on les empêche en fait de faire leurs propres tests et de se découvrir.
Je sais que ça pose de gros problèmes, ça fait perdre du temps, ça crée des dépressions, ça crée des problèmes scolaires. Enfin, donc moi je dirais aux gens, bon bah si le gamin il a envie de tester un peu quelque chose qui convient pas à son genre, bon c'est pas si grave que ça s'il le teste quoi. À la limite, il y a beaucoup de parents qui ont peur qu'on se foute de la gueule de leurs enfants à l'école, ce qui peut arriver. Mais en fait, la difficulté à comprendre, c'est qu'en fait, s'il y a pas de choses comme ça, moi par exemple, j'ai plein de gamins dans ma patientèle qui sont enfants de couples de lesbiennes. Bon, en fait, la plupart des enfants s'en foutent maintenant. Avant, on se foutait de la gueule des divorcés. Maintenant, les couples de parents homosexuels, on s'en fout un peu plus. Et là, j'ai des patients, ils ont été harcelés parce qu'elle est grande et l'autre parce qu'elle a des lunettes. Donc, en fait, le gamin, si on a envie de le défoncer, ils se feront défoncer par les autres, en fait. Donc, voilà, je sais pas quel est le meilleur comportement à adopter, mais à la limite, si on a vraiment peur qu'il se fasse défoncer par le monde extérieur, rien n'empêche de faire les tests à la maison. Hein. Oui. Voilà, ça empêche pas, et puis la personne peut voir ce qu'elle va. Et puis si effectivement on a un enfant qui a une tendance à se retrouver bien dans le côté, je suis un gros viriliste qui est hyper dans les stéréotypes des mecs, bon voilà, des fois, il a la sensibilité personnelle des gamins, elle va à des endroits où on l'attend pas. Voilà, parce que ça répond à eux en fait. Et je pense que on a beau faire ce qu'on veut, on peut montrer des exemples, mais si un gamin à l'adolescence il trouve un modèle qui lui correspond vachement et qui décrit vachement ce qu'il est et qui lui donne un cadre de vie qui lui convient, en fait il va le prendre. Hein. Donc si je résume un peu Pierre, l'idée c'est de pouvoir offrir une diversité d'exemples en fait aux enfants et que ce soit pas limité par ce qu'on attend d'un point de vue sociétal qui est défini par le genre. Oui, voilà. En théorie, c'est le mieux. Alors, je nuance quand même. Hein. Si le gosse il se retrouve bien dans le narcissique qui bute des gens avec des couteaux, voilà. Peut-être que c'est bien effectivement de le cadrer un peu. Forcément. Voilà. Il y a des limites à ce que je dis, c'est-à-dire les gamins des fois il y a des sensibilités personnelles où des gamins aiment le sang. Voilà. Bon, il faut lui donner un cadre culturel où on peut aimer le sang, on peut aimer la violence, mais sans taper les gens à l'école. Peut-être qu'il y a le rugby, par exemple, ça fonctionne très bien. C'est l'exemple que je prends parce que mes patients qui aiment le sang, ils aiment bien le rugby. Voilà. Mais voilà, et puis si, ouais. Et donc, non, voilà, mais c'est juste pour dire que effectivement, il y a des cadres où on sait que il y a des cadres et des façons de se définir qui vont apporter des problèmes. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent que par exemple, être trans ou alors se mettre des robes quand il y a une bite, c'est un problème, mais ça en est pas, et ça va pas rendre les gens dépressifs de mettre une robe en fait. Hein. C'est plutôt qu'on se fout de leur gueule qui va les rendre dépressifs. Mais en soi, s'habiller différemment, il y a bien des époques ou des endroits du monde où les mecs mettent des robes, c'est pas la fin du monde. Hein. Voilà, les Écossais ils meurent pas parce qu'ils mettent une robe ou un kilt. Donc en fait voilà, c'est pas ça. Le problème, c'est pas en soi faire les tests et comment on se comporte, c'est surtout le retour de la société qui va poser problème. Et le changement des codes. Et effectivement, il y a des gens qui s'identifient parce qu'ils ont des parents maltraitants à d'autres, à des choses qu'ils voudront pas. Donc faut quand même cadrer. Il y a des cadres de pensée qui fonctionnent pas. Mais le cadre de pensée trans, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose qui crée des problèmes ou va créer de gros problèmes dans la société. Par contre, un cadre de pensée où je suis un gros rebelle qui tue des gens et je peux tuer des gens sans problème, oui, ça c'est plutôt gênant. C'est un cadre de pensée de comment se penser soi qui peut poser des problèmes sociétals et soi-même, parce qu'en plus, les antisociaux, par exemple, en général, meurent plus vite, se suicident plus, ont plus de problèmes d'alcool. Donc en soi, vouloir tout brûler, ça marche pas excessivement bien pour soi-même même. Pour sa survie, je pense. Évidemment, si on veut tout brûler parce qu'on est contre l'État et que l'État est un état de merde, brûlons tout. Hein. Mais ça dépend effectivement du contexte. Je nuance toujours en disant il y aura toujours une exception à ce que je dis. Hein. Yes. Voilà, l'être humain est complexe. Heureux, ouais, tout à fait. Marie, est-ce que tu voulais enchaîner toi avec une petite recommandation ? Oui. J'ai, pour commencer, le podcast. Alors à la base, j'étais partie sur un épisode spécifique, mais je vais commencer par présenter le podcast en entier parce qu'en fait, il est bien, qui s'appelle Camille sur Binge Audio, que vous retrouvez sur les plateformes d'écoute, Spotify, par exemple, et du coup, qui propose plusieurs épisodes autour de cette question justement d'identité de genre et de sexualité. Et l'épisode
en particulier qu'on voulait pour vous proposer, ça s'appelle Décliner votre identité, où là, du coup, on va parler en particulier des différentes, justement, identités de sexe, de genre, d'orientation sexuelle et d'expression du genre. Voilà, pour savoir comment on peut utiliser, quels mots on peut utiliser pour se définir nous, et comment on place les curseurs sur les différents paramètres. Et pourquoi tout ça, c'est relié. Il est plutôt cool parce qu'il dure que 18 minutes. Ce qui est beaucoup moins long que et du coup, il est assez compact. Et c'est vraiment bien aussi pour diffuser l'information si vous voulez passer cette info-là auprès de gens de manière un peu plus, on va dire, condensée. Voilà, c'est plus des définitions et ça permet d'avancer assez vite en fait sur ces thèmes. Oui, carrément, pour faire de la prévention, la sensibilisation, ou même faire découvrir à des personnes qui n'ont pas forcément les premières notions, etc. Sur 18 minutes, c'est un format qui est assez court, donc ça s'écoute facilement. La deuxième reco que j'ai pour vous, c'est ce livre qui est pas trop mal, sur lequel je me suis appuyée en partie pour faire des recherches, plus les autres articles. Le livre, ça s'appelle « Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus ». Et donc, il a été écrit par Aline Laurent-Maillard, qui est une journaliste indépendante qui analyse la place des personnes LGBTQ+, dans la société et dans la culture pop. Et puis Marie Zafimei, qui est diplômée de l'école de journalisme de Sciences Po, titulaire d'un master Gender Studies qu'elle a fait à l'université Linköping en Suède, et elle travaille pour RTL. Et du coup, ce bouquin, c'est un ouvrage pédagogique sur la question du genre, sa définition, son histoire, le lien avec aussi le sexisme et le féminisme, et il propose une approche assez éclairante des identités LGBTQ+, des sexualités, et puis des thématiques un peu plus larges en lien avec le genre. Et il y a même un petit glossaire à la fin dans lequel j'ai été piochée pour les définitions tout à l'heure des différents genres et la sexualité. Puis du coup, il y a plein de choses d'autres dans le glossaire qui sont assez intéressantes. Après, il y a 2 comptes Insta que j'ai trouvés. Il y en a un qui s'appelle Mauvais Genre, qui est le club LGBTQIA+, de l'école du Louvre, qui est né en 2018 et qui agit pour leur visibilité au sein de l'école du Louvre. C'est-à-dire que au long de la vie scolaire, ils vont faire des actions d'écoute, de pédagogie, d'information, d'animation, de médiation, et un travail sur la représentation professionnelle et scientifique de la communauté dans les domaines enseignés dans cette école, donc histoire de l'art, archéologie, sciences du patrimoine, muséologie. Et du coup, ils ont plein de petits posts Insta qui sont vachement chouettes et assez synthétiques, j'ai trouvé. Le deuxième compte Insta que je voulais vous proposer, c'est Éduque ton genre, où là, on a 3 étudiantes en master sciences de l'éducation qui informent, aident et soutiennent sur les questions de genre et orientation, et pareil avec plein de petits posts Insta qui sont assez instructifs et pas très compliqués à les lire. Et la dernière reco que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est un site qui s'appelle teljeune.com, qui est en particulier sur les identités de genre, et qui propose des définitions et une vidéo que je trouvais plutôt bien faite. Voilà, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'aurais juste du coup 2 petits trucs à rajouter. Vas-y. Sur des chaînes. C'est parce que du coup il y a le genre, et pour les gens qui comprennent pas trop un peu les trans et ce que ça peut être, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Alistair Paradoxae, qui est pas mal parce que la personne explique pas mal les transitions, ce que ça peut être, prend le temps d'expliquer les mots, et c'est vraiment pas mal fait. Et après, il y a une vidéo pas mal récente qui a été faite par un YouTuber qui s'appelle Jacotte. Et je pourrais laisser les liens, qui explique par exemple le syndrome transgenre. Alors, le syndrome transgenre, c'est une panique morale comme quoi on embrigaderait les enfants pour se faire couper la bite ou alors se faire ajouter des bites, et qu'en fait on mutilerait nos pauvres enfants en les endoctrinant à être trans. Voilà. Ce qui n'existe pas vraiment en fait comme syndrome, et donc la vidéo était très bien faite là-dessus pour ceux qui ont peur que leurs enfants se fassent bouffer et finissent avec un autre sexe et tout, et que se fassent bouffer par la société. Voilà. Ce n'est pas le cas. Je trouve que c'est parfait pour conclure les recommandations. Merci beaucoup. On va vous dire merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode, et merci à toi Pierre d'avoir accepté notre invitation. Et puis pour la richesse de tous ces échanges qu'on a eus ce soir. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de l'éducation non genrée avec Cédric de Papatriarcat. Et surtout, n'hésitez pas à nous
partager vos témoignages, vos expériences, vos questionnements sur la boîte privée, Insta, Facebook ou par mail à letempsduneliberté@gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de vous partager lors d'un prochain épisode. Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pour